Jean-Luc Mélenchon, il a tenté un truc ce week-end, il a proposé que la France Insoumise se retire du gouvernement, ne participe pas au gouvernement, mais soutienne de l'extérieur. C'était un petit coup politique, et Macron a en gros dit « et s'en tape ». Oui, bah oui, parce qu'en fait, et c'est un peu logique, c'était malin parce que certains à Je pense droite... juste à bien parler proche du micro. Oui, certains à droite et au centre avaient dit surtout pas de ministre insoumis, on veut pas de ministre insoumis. Alors évidemment, c'était pas compliqué de dire bah il y aura pas de ministre, mais on va appliquer notre programme. Et comme Jean-Luc Mélenchon avait dit, même s'il a un peu changé d'avis, mais avait dit au début de toute cette séquence qu'il voulait appliquer tout le programme et rien que le programme, en fait, ce qui déplaît au reste du spectre de l'Assemblée, en dehors du NFP, du nouveau Front Populaire, c'est le programme. Voilà. Et donc, voilà, c'était un petit coup, mais ça ne changeait rien. Ça n'avait pas fonctionné. Je remarque que j'ai manqué à toutes mes obligations. Je ne t'ai même pas présenté aux gens qui nous regardent. Tu es Thomas Legrand, tu es notre chroniqueur politique à Libération. Et tu as notamment sorti une tribune là aujourd'hui qui soutient que notre Macron était un président toxique. C'était hier que tu l'as fait? Hier. Aujourd'hui, je viens de faire un édito qui est sur le site là depuis une heure ou deux pour dire que Macron était fautif, mais que la gauche aussi est fautive. Et je veux bien expliquer pourquoi si ça vous intéresse. On va commencer bien sûr là-dedans. Alors peut-être par Macron. Pourquoi est-ce que tu dis que Macron il est fautif? Parce que à partir du moment, bon alors déjà on ne revient pas sur la bêtise de cette dissolution, ou alors on va y revenir quand même un tout petit peu. Emmanuel Macron a dissous l'Assemblée en se disant je vais provoquer des nouvelles élections, et finalement le dépassement que j'ai pas réussi à faire, je vais réussir à le faire. Je vais casser la droite va se diviser, une partie ira avec le Front Alors qu'est-ce que tu entends juste par dépassement? Ben justement le dépassement entre droite et gauche. Emmanuel Macron, son grand projet, c'est que le centre droit et le centre gauche fassent, c'était son projet depuis le début de son premier mandat, fassent un grand mouvement et gouverne ensemble. Il n'a jamais vraiment réussi parce que, d'abord parce qu'il n'en a pas donné l'occasion à ces partis-là, et puis parce qu'il est vite apparu comme quelqu'un finalement plutôt de droite que du centre, ou en tout cas il n'a pas attiré assez de gens de gauche. En voulant dissoudre, il pensait qu'il allait diviser la gauche. Or, il a fait preuve d'une grande inculture politique parce que la gauche est rarement unie, mais elle s'unit, et ça date du 19e siècle, elle s'unit quand l'extrême droite menace. Ça, elle s'unit. Quelqu'un qui est de centre-gauche comme François Hollande ou d'extrême gauche comme Philippe Poutou, si l'extrême droite menace, ils se retrouvent dans le même camp. Ils savent qu'ils peuvent pas gouverner ensemble, mais ils ont plus confiance l'un en l'autre pour combattre l'extrême droite que de se mettre avec la droite. Et au 19e siècle, c'était comme ça avec les républicains contre les monarchistes. Au 20e siècle, c'était comme ça contre les fascistes, la résistance, etc. Et au 21e siècle, c'est comme ça contre les illibéraux ou les populistes de droite. Et ça, c'est une inculture politique. Il a réactivé le réflexe de l'union de la gauche, lui qui voulait la diviser. Ça, c'est une première bêtise. Mais ça, c'est une bêtise tactique. Mais depuis qu'il a perdu les élections législatives, et depuis que les Français ont décidé massivement de ne pas confier le gouvernement au Front National, qui pourtant est le premier parti de France, mais en tout cas, il y a encore plus de gens qui ne supporteraient pas l'idée, et à droite et à gauche, que le Front National gouverne. Donc, depuis ce moment-là, il agit pas en conformité avec l'esprit des institutions. C'est-à-dire que normalement, il aurait dû nommer quelqu'un issu du premier ensemble politique, l'ensemble politique vainqueur. Alors, c'est le NFP. Pas vainqueur de beaucoup, le NFP lui manque 100 députés pour être majoritaire absolue. Mais c'est le premier. Donc, il aurait dû nommer quelqu'un, Lucie Castet, puisque le NFP avait choisi cette personne. Et puis, à Lucie Castet de s'adresser aux autres et d'essayer de faire une majorité. Alors, Lucie Castet a dit, OK, si vous me nommez, texte par texte, j'irai voir le centre et la droite et je leur dirai, on va trouver des compromis. Mais c'est pas non plus comme ça que ça marche. C'est-à-dire que quand on n'a que 190 députés, on fait comme dans tous les autres pays parlementaires,
avec une démocratie parlementaire, on va voir ses voisins idéologiques, donc les centristes, les macronistes, et on leur dit, écoutez, c'est nous qui sommes en tête, donc on va diriger le gouvernement, mais vous allez venir dedans, et on va faire un programme de compromis. On va essayer de faire du compromis. Tu penses que ce qui aurait été une bonne stratégie de la part du NFP, c'est de lâcher des idées du programme pour faire des concessions au reste de la classe politique ? Pas les lâcher comme ça, réunir une partie du reste de la classe politique, les macronistes, et que les socialistes, les écologistes, les communistes, les insoumis, ils le veulent pas, mais la logique eût été que ça soit ça. Les insoumis s'adressent à leurs voisins immédiats idéologiques, même si c'est les macronistes et qu'ils les aiment pas, et leur disent, écoutez, voilà, nous, on a gagné, on est en tête, mais on n'a pas assez de députés pour gouverner. Donc, notre programme, c'est la base d'une négociation avec vous. Donc, voilà, on a dit le SMIC à 1600, disons le SMIC à 1500. On a dit la fin de la réforme des retraites. Mettons sur pause pendant 1 an la réforme des retraites, puisqu'il y aura peut-être des législatives dans 1 an. On a dit, on peut, voilà. Dans tous les pays, ça se fait comme ça. Mais nous, avec notre mentalité d'affrontement et avec notre habitude du bipolarisme, c'est-à-dire du bipartisme, il y avait la gauche et la droite, et à chaque fois que la gauche gagnait, elle avait la majorité absolue, et à chaque fois que la droite gagnait, elle avait la majorité absolue. Donc, elle se croyait tout permis. Là, c'est plus comme ça. On est en tripartite, donc plus personne n'a la majorité. Mais tu penses que ça aurait changé quelque chose pour Emmanuel Macron ? Est-ce que, genre, si le NFP... Emmanuel Macron, c'est pas Emmanuel Macron. Là, il s'agit Emmanuel Macron, il est président. Et maintenant, il y a une élection qui a désigné, une élection au suffrage universel direct, qui a désigné des députés. C'est une autre légitimité. Et c'est ces députés qui doivent former une majorité. Donc, Emmanuel Macron doit décider d'un Premier ministre, et il peut, selon les institutions, l'esprit et la lettre, il aurait pu, dès le lendemain, dire, bon, je vais nommer, je sais pas quoi, moi, quelqu'un de centre-gauche, et je vais lui dire, essayez de trouver une majorité de 289 voix, c'est la majorité absolue, et je vous donne jusqu'au 9 septembre, date de la fin des JO paralympiques, et puis on se retrouve, et si vous avez une majorité, si vous n'en avez pas, on fait autre chose. Il n'a pas fait ça. Mais alors moi, justement, il y a un truc que je comprends pas, pourquoi tu dis qu'on s'en fout d'Emmanuel Macron, alors que là, aujourd'hui, ce qui fait que... j'ai l'impression que c'est lui qui tient les clés de... il nomme le Premier ministre ou pas, il fait un peu ce qu'il veut. Oui, je dis, on s'en fout de son avis. Normalement... Normalement, mais là, on n'est pas dans une situation normale. On n'est pas dans une situation normale parce que elle n'est pas anormale non plus. C'est pas la fin de la démocratie. Les textes ne sont pas si clairs, mais la logique démocratique, c'est soit il nomme quelqu'un, il regarde l'Assemblée, c'est le général de Gaulle qui, au discours de Bayeux en 1946, c'est le discours qui est un petit peu le discours fondateur de la Ve République 12 ans plus tard, a dit, après les législatives, le président de la République, il regarde l'Assemblée, il voit où est le point, le point d'équilibre, il nomme quelqu'un qui est à ce point d'équilibre et il demande à ce quelqu'un de faire une majorité. Voilà. Il ne l'a pas fait. Si tu fais pas ça, tu fais président, tu fais pas ça, tu nommes quelqu'un du premier ensemble politique. Et le premier ensemble politique, c'était le NFP. Et tu dis, voilà, vous n'avez pas assez de députés, mais vous allez vous ouvrir, vous allez négocier. Bon, il ne l'a pas fait, c'est une faute. Et le NFP a fait une faute, lui aussi. Le NFP aurait dû dire, bon, nous, on est prêt à gouverner, on est en tête. Donc, Lucie Castet, qu'on a choisi, elle va recevoir tous les autres groupes, excepté le Front National, le Rassemblement National, et elle va leur proposer, excepté peut-être la droite, elle va recevoir tous les macronistes, et elle va leur proposer de négocier sur notre, et de participer à notre gouvernement. Ça, elle ne l'a pas fait. Je ne sais pas s'ils les auraient acceptés, mais s'ils n'avaient pas accepté, la faute leur en revenait. Petite pause, puisque on a eu un raid de Hugo au perchoir sur la chaîne. Est-ce que tu sais ce que c'est un raid sur Twitch, Thomas? Je suis un nul en
tout ça, là, je suis un vieux, moi. Et tu peux remercier Hugo Perchoir, puisqu'en fait, en gros, ce qui s'est passé, c'est que Hugo faisait un stream sur sa propre chaîne, et au moment de finir, il a renvoyé tous les gens qui le regardaient vers notre chaîne. Bonjour, les amis d'Hugo, alors. Et merci, donc c'est 192 personnes qui sont venues nous voir, donc merci à vous tous. N'hésitez pas à poser vos questions à Thomas Legrand, qui, je le rappelle, est notre chroniqueur politique et libération, et il est là pour vous répondre. Moi, j'ai une question, c'est par rapport à cette situation de politique, est-ce que tu considères, toi, que ce que fait Emmanuel Macron, c'est une forme de déni de démocratie? Je n'irai pas si loin, c'est une mauvaise manière à la démocratie, c'est une mauvaise manière aux électeurs, il nous fait perdre du temps, on va finir par trouver une majorité, j'espère, il fait perdre du temps, mais je dirais que, en fait, personne n'est à la hauteur de la situation, c'est dommage, en fait, on n'a pas la culture du compromis. Encore une fois, vous savez, quand vous allez voter, quand vous et moi, on va voter, en France, on va voter et on lit un programme et on dit, je vais voter pour que ce programme soit appliqué. Et on veut que ce programme soit appliqué. Et le candidat qui représente ce programme dit, je me présente pour que ce programme soit appliqué. Et je vais l'appliquer. Et tout le reste, c'est nul. Et en réalité, dans quasiment tous les autres pays, c'est pas ça. On va voter pour un programme pour que ce programme soit la base de la négociation d'après les élections. Il n'y a aucun parti dans les grands pays démocratiques qui prétend avoir la majorité à lui tout seul. En Allemagne, si les sociodémocrates disent « nous allons aux élections et nous voulons tout gagner, avoir plus de 51% et on va tout appliquer », ça va être considéré comme un truc complètement autoritaire. En France, non. Pourquoi ? Parce qu'on avait un système électoral, on a un système électoral qui s'appelle le fait majoritaire, qui n'est pas proportionnel et qui donne un avantage à celui qui est en tête. Et ça se voyait déjà depuis les dernières élections, puisqu'il y avait déjà une majorité toute relative pour le camp présidentiel. Oui, alors on avait ce système-là qui marchait bien quand on n'avait que deux camps. Alors évidemment, le camp perdant était perdant et le camp gagnant, il avait la majorité. Mais maintenant qu'on a trois camps, plus personne n'a jamais une majorité. Et pourtant, on réagit toujours comme ça, comme si on allait avoir toute la majorité. C'est quand même... Et vous savez, si on avait la proportionnelle, c'est pour ça que beaucoup de partis et de responsables politiques demandent la proportionnelle. Si on avait la proportionnelle, chacun saurait qu'il n'aurait jamais la majorité à lui tout seul. Du coup, la campagne toutes les campagnes et nos commentaires se dérouleraient différemment. C'est-à-dire que on parlerait de nos voisins idéologiques sans les insulter, sans les traiter soit de fachos s'ils sont à droite, soit d'irresponsables s'ils sont à gauche. On les critiquerait, on mettrait notre programme en avant, mais on les ménagerait un peu parce que on sait qu'après, il va falloir s'entendre, pour gouverner, il va falloir s'entendre avec son voisin idéologique. Parce que si on ne s'entend pas avec son voisin idéologique, c'est le voisin idéologique qui s'entendra avec son autre voisin idéologique. Ça change toute la mentalité, même la mentalité de nos commentaires. Et en fait, moi, ce que j'espérais, c'est que ces élections qui donnent une majorité à personne allaient nous plonger dans une obligation de compromis. Il va falloir le faire, parce qu'il va bien nous falloir une majorité, il va bien nous falloir un budget, parce que notre seul avantage, le principal avantage, on a beaucoup de dettes, mais on continue à nous prêter de l'argent en France, parce que on a un État fort qui sait lever l'impôt, et surtout, on a un État stable. Si on n'a plus cet État stable, les taux d'intérêt vont augmenter, et la dette va être plus compliquée. Donc j'espère, moi, qu'on va rentrer dans une logique de compromis. Moi, j'aurais préféré que la gauche fasse beaucoup plus, mais elle aurait dû faire ça, et donc elle aurait dû faire quoi? Au lieu de dire, comme Lucie Castet, au lieu de dire tout le programme, quel programme? Alors, elle n'a pas dit tout le programme. Ça, c'est Mélenchon. Oui. Elle a dit non, on n'a pas la majorité absolue, donc ça peut pas être tout le programme. Enfin, on fait un gouvernement NFP et sur chaque texte, on demande aux autres de l'amender. Et ça, c'est le droit d'amendement, ça existe toujours. Merci, Madame Castel. On ne va pas nous inventer le droit d'amendement. Ça, c'était dans l'IB qui disait ça. On avait fait une interview chez nous pour. Oui, voilà, elle a dit, mais après, elle l'a redit. On était les premiers à avoir cette citation, parce qu'on est très fort. Mais sinon, mais c'est pas ça la réalité la marche d'une démocratie parlementaire. Une démocratie parlementaire, c'est je suis en tête, je n'ai pas la majorité, alors je vais voir les autres et je leur dis ensemble, au gouvernement, pas simplement au Parlement, mais au gouvernement, parce que le gouvernement est responsable devant le Parlement. Ça, c'est la loi, c'est la Constitution. Au gouvernement, on va se mettre ensemble et sur la base de notre programme qui arrive en tête, on va s'entendre. Alors,
nous on propose le SMIC à 1600. Qu'est-ce que vous en dites? Eux, ils vont dire, oh, nous, il ne faut pas qu'ils bougent. Ah ouais, mais nous, on a gagné, donc 1600. Et voilà, on fait du marchand de tapis, et puis ça finit à 1500. C'est mieux que si la droite avait gagné, ou le centre avait gagné, ou ça n'aurait pas bougé, et c'est moins bien que si la gauche avait gagné complètement, ou ça aurait été à 1600. Ouais. Mais c'est comme ça. Je vois certains commentaires qui soulèvent que tu parles du fait que la gauche devait être en mesure de faire des compromis, mais les derniers jours donnent pas l'impression que le bloc central est capable de faire des compromis de son côté. Non plus. C'est pour ça que je dis personne ne veut faire des compromis. Simplement, si la gauche avait dit, écoutez, venez avec nous, c'est pas autour d'Emmanuel Macron qu'il faut, c'est pas Emmanuel Macron qui doit consulter. Emmanuel Macron, il n'est pas responsable devant l'Assemblée, il est responsable devant les Français. Moi, je suis responsable devant l'Assemblée si je suis Premier ministre et je suis en tête, donc normalement, ça devrait être moi. Venez autour de nous. Si elle avait fait cet appel-là, certains macronistes seraient peut-être venus. La plupart ne seraient pas venus, mais on pourrait dire aujourd'hui c'est à cause des macronistes, c'est les macronistes qui n'ont pas c'est les macronistes qui n'ont pas l'esprit de compromis, alors que c'est eux qui vantent normalement le dépassement, c'est eux qui n'ont pas l'esprit de compromis. Or là, personne ne l'a l'esprit de compromis. Moi, je suis effaré par l'inculture du compromis qu'on a en France. Je ne pensais pas que c'était à ce point-là. C'est dingue. Allez voir en Allemagne, en Espagne, partout. Ça se passe comme ça. En Allemagne, personne n'avait vraiment gagné les élections. Les Verts et la droite ont dû s'entendre. Et vous imaginez, Merkel, qui était de droite, elle a dû abandonner le nucléaire pour travailler avec les Verts. Ça lui a pas fait plaisir, mais c'est comme ça. Mais la proposition de Mélenchon de pas mettre de ministre LFI au gouvernement, il y a quelqu'un dans le chat qui dit que est-ce que c'est pas déjà un compromis, ça? Si, c'est un tout début de compromis, mais il savait très bien que ça n'était pas acceptable. Donc c'est un faux compromis. Il savait que c'était pas acceptable. Bien sûr, parce que si on dit, on met pas de ministre, de la France insoumise. De la France insoumise, mais on met le programme et on met pas de ministre de centre et de droite. Le centre et la droite veulent pas de ce programme-là. Et les socialistes, les écologistes et les communistes, avec Lucie Castet, auraient dû dire, vous voulez pas de ce programme-là, nous on ne peut pas l'appliquer puisqu'on n'a pas la majorité, on va faire entre nous un programme qui sera sur la base d'une autre, mais on va en faire un autre. Voilà. Si on n'est pas capable de faire ça, on n'avancera jamais. Et Jean-Luc Mélenchon, lui, je pense que de toute façon, il ne veut pas de compromis parce qu'il ne veut... Voilà, il pense plutôt à 2027. À 2027. Et en fait, il n'est pas le seul. Ouais. Il n'est pas le seul. Ah bah tiens, raconte-nous un peu ça, parce que c'est vrai que quand moi j'ai vu Jean-Luc Mélenchon faire ce petit coup de com' politique, je me suis plus ou moins demandé est-ce que c'est vraiment pour maintenant qu'il fait ça, ou est-ce qu'il n'est pas directement en train de penser à 2027? Pourquoi? Comment? Vous savez que les socialistes qui se sont fait élire avec les Insoumis, dans le cadre du NFP, beaucoup d'entre eux disent on peut pas gouverner avec les Insoumis parce que on n'aura jamais de majorité puisque ils sont porteurs de solutions trop radicales et on n'aura jamais de majorité. Insoumis plus nous, ça suffit pas et on ne pourra jamais s'agrandir. Donc pourquoi on ne lâche pas les Insoumis pour aller négocier avec les centristes et les macronistes? Ils ne veulent pas le lâcher parce que ça fournirait, là on est dans la stratégie, on n'est plus dans le domaine de la Constitution, on est dans la stratégie, ça ouvrirait un boulevard à Jean-Luc Mélenchon pour la présidentielle, il serait le seul opposant de gauche au gouvernement qui viendrait. Et ça ouvrirait un grand boulevard, parce qu'évidemment, ce gouvernement qui va venir, il va décevoir un peu la gauche, parce qu'il va pas faire le SMIC à 1600, il n'a pas assez de députés, donc il va faire le SMIC à 1500, et on va dire c'est déjà pas mal et les insoumis diront c'est une trahison. Donc paradoxalement les insoumis qui se disent parlementaristes sont encore plus présidentialistes et plus presque autoritaires mais c'est pas les seuls. À droite, si Wauquiez ne veut pas gouverner avec les macronistes, c'est parce qu'il pense à la présidentielle. Et s'il se disait je vais mettre de l'eau dans mon vin et je vais aider les macronistes à avoir une majorité parce qu'il faut bien qu'il y ait une majorité en France, et ben là, le Rassemblement national élargirait sa base. Donc, chacun pense à la présidentielle. Et notre problème, c'est la présidentielle. Ce qui se passe en ce moment, c'est à cause de la présidentielle. Et moi,
j'ai écrit un livre qui s'appelle Arrêtons d'élire des présidents en 2015. Mon éditeur me demande de le réactualiser. J'ai un peu la flemme parce que j'ai trop de boulot, mais ça serait, franchement, il y aurait quoi quand on élit des présidents? On fait tout le contraire d'un compromis. En fait, on élit des gens qui disent la solution c'est moi. En plus, il y a une sorte de désidéologisation depuis quelques décennies, et donc la solution c'est moi. Sarkozy, il a gagné en disant la solution c'est moi. Après, Chirac était le roi fainéant. Hollande, il a gagné. Quand il a gagné, la France n'est pas devenue social-démocrate. Il a gagné en disant vous avez un président qui était je vais vous sortir de l'essoreuse. Il nous a fatigués. Il a fait 10 lois sur la sécurité pour nous étourdir. Ça n'a rien bougé. Il a été complètement impuissant. Il nous a usés. Moi, je suis un président normal. Je vais apaiser tout ça et on va pouvoir travailler. Et puis, Macron, il a été élu en disant, voilà, on a un président normal, un édredon. Moi, je suis à nouveauté, etc. Donc, on a élu un ovni. Et Marine Le Pen, elle dit, tout cela, ils peuvent rien. Il faut de l'autorité. Donc, on ne fait pas de compromis sur la politique, on donne tout pouvoir à un homme et on dit il va résoudre par son équation personnelle et lui-même dit je vais y arriver. Et Macron, c'est la quintessence de ça. Macron, souvenez-vous, depuis 7 ans, tout ce qui a été proposé, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, vient d'Élysée. Est-ce que ça vient du parti de Macron? Avant, le PS, il y avait des tendances, la droite faisait monter des idées, le président de droite ou du PS était obligé d'en prendre un peu, etc. Là, rien, tout vient de Macron. Et vous savez, les députés macronistes, quand on les voit, nous, les journalistes, on leur demande pas alors qu'est-ce que vous allez voter, etc. Parce qu'on sait que ça vient pas de là. C'est eux qui nous demandent qu'est-ce qu'ils disent à l'Élysée, parce qu'ils savent qu'on les voit plus souvent. Donc c'est un truc hallucinant. Depuis, est-ce que vous connaissez les leaders macronistes qui sont pas ministres? Déjà, les ministres, on les connaît pas. Ça n'existe pas. Pourtant, il y a des gens sûrement intéressants, des gens qui viennent qui étaient des patrons d'associations, patrons de PME. Il y a des gens qui ont été embarqués dans cette aventure macroniste. Ils sont complètement oubliés. Macron fait tout seul. Est-ce que, d'ailleurs, il a aucune base? Est-ce que depuis 7 ans, il a gagné un département? Non. Une région? Non. Une ville? Aucune grande ville. Il n'y a pas un maire. Donc, c'est la quintessence du pouvoir présidentiel, et le pouvoir devrait être à l'Assemblée, et c'est à l'Assemblée de faire des compromis. Quand on parle de compromis à gauche, directement j'ai vu dans le chat plein de gens se poser des questions, notamment sur le fait que faire des compromis sur le programme de NFP, est-ce que c'est pas abandonner ce qu'est la gauche? Mais faire des compromis, c'est pas faire des compromissions. Faire des compromis, c'est s'arranger avec les gens qui pensent pas comme nous. Si on a fait 28%, on ne peut pas appliquer tout notre programme. Ça serait hallucinant de vouloir appliquer tout son programme. Moi, j'aimerais bien. Moi, je suis de gauche. J'aimerais bien j'aurais préféré que le NFP applique tout son programme. Je suis pas d'accord avec tout, mais enfin, applique son programme. Il se trouve qu'ils ont fait 28%. Bah non, en tant que démocrate, je trouvais ça scandaleux. Alors évidemment, certains vont crier à la trahison, mais c'est pas une trahison que de dire, écoutez, on a fait 28%, on est en tête, donc c'est notre programme qui sert de base, mais on va négocier. C'est comme ça que ça se passe partout. Et vous savez, les grandes lois puissantes et qui tiennent, la loi de 1905 sur la laïcité, c'est une loi forte, c'est une loi de compromis. En 1905, il y en a qui voulaient interdire la religion. Et ils voulaient interdire la religion, brûler les églises, et il y en a d'autres qui voulaient que, au contraire, les églises continuent à être à organiser toute la vie sociale et l'école, etc. Il y a eu un compromis. On a fait un compromis. On peut pas dire que c'est une loi mollassonne et que c'est une loi spécialement centriste. C'est une loi qui identitaire de ce qu'on est, et on en est tous fiers. On continue à débattre d'ailleurs de savoir comment il faut l'interpréter, mais bon, c'est une des lois qui fait que la France est particulière. C'est une loi de compromis.
Quand Emmanuel Macron a annoncé hier soir, donc lundi soir, que il ne nommerait pas de Lucie Castet première ministre, même s'il n'y a pas d'insoumis, comment est-ce que le reste de la classe politique a réagi? Est-ce que il y a certains autres que la gauche, je veux dire, qui disaient que c'était un déni de démocratie? Est-ce qu'il y avait que de soutien? Comment ça réagit? L'ensemble de la classe politique n'a pas cette culture du compromis, ceux qui ne voulaient pas que la gauche gouverne ont dit ouf, tant mieux. Alors que il aurait dû nommer Lucie Castet, et c'était à Lucie Castet d'aller se cogner contre les murs, c'est-à-dire d'aller voir les autres et en disant bah non, nous on votera pas pour ça. Donc voilà. Et en gros, tu fallait donner sa chance. Lui laisser une chance. Bien sûr, lui donner sa chance. Et si vraiment elle voulait pas s'ouvrir, elle voulait pas négocier, bah, il y aurait une motion de censure. Et puis là. On en serait là où on en est maintenant. Simplement, les preuves auraient été faites et on aurait gagné du temps parce que ça aurait dû être fait avant. C'était le 26 juillet qu'elle a été choisie par le NFP. Donc voilà, le reste de la classe politique. Alors le Rassemblement national, lui, veut tout censurer. Que ce soit gauche quoi qu'il arrive. Oui, gauche quoi qu'il arrive. Et puis les autres. Ils disent qu'ils censureront le NFP parce que ils veulent pas voir d'insoumis. Donc, tant que la gauche ne s'est pas divisée entre insoumis et socialistes, rien n'est possible pour les autres. Je te demande ça parce que j'ai notamment vu une phrase, je crois, d'Aurore Berger qui disait que, un peu comme ce que tu dis, qui voulait potentiellement laisser sa chance à Lucie Castet, et je me demande s'il y a une division au sein du camp d'Emmanuel Macron par rapport à cette question-là. Oui, bien sûr, beaucoup de parlementaires. Pour des raisons différentes, beaucoup parce qu'ils ont la culture de compromis. Je crois que beaucoup disent si on veut aboutir finalement, en fait, si on réfléchit et si on regarde l'Assemblée, à quoi pourrait ressembler une majorité possible? En fait, c'est le PS, le PC, les Verts, le groupe Lyot, qui est un groupe centriste d'une vingtaine de députés, et les trois groupes macronistes. Ça fait à peu près 280 députés. Ça fait une majorité absolue? Ça fait une majorité quasiment absolue, mais avec 280 députés, on se débrouille. Bah, ça, c'est la majorité possible. C'est-à-dire, c'est du macronisme à gauche. C'est du socialisme macronien. C'est le barycentre. Ça plaît pas aux gens de gauche qu'on aura le bol de Macron, mais enfin, ça veut dire qu'on va quand même un petit peu imposer les plus riches, ça veut dire qu'on va quand même un peu augmenter voilà. Ben oui, mais il fallait faire plus de 28%. Ouais, mais Thomas dit ça parce qu'il voit ma tête tout interrogée. Oui, mais non, mais c'est parce que justement, beaucoup de gens, d'analystes politiques, disent qu'avec ces élections, ce qui remonte, c'est avant tout que les gens en ont marre du macronisme. C'est pas ça? Si, ils en ont marre du macronisme. Mais alors dans ces cas-là, il faut s'allier avec qui? Avec l'extrême droite et avec la droite? Non. Oui, non, c'est vrai. Je pense que beaucoup de macronistes en ont marre du macronisme aussi. Et là, on ne devrait pas dire macroniste, alors on devrait dire ensemble, et ça s'appelle ensemble leur groupe. Mais Macron, par exemple, il ne veut pas d'augmentation d'impôts. Ce gouvernement dont je parle, il ferait des augmentations d'impôts. Il y a des gens chez Macron qui veulent. Et puis, en tout cas, il serait obligé pour d'impôts pour les riches, en tout cas. Il serait obligé dans le cadre d'un compromis. Ça serait un compromis sur la base du NFP. Mais il faut arrêter de penser que il était possible que le NFP gouverne et que tous les autres disent rien. 28%, ça gouverne pas. Oui, c'est sûr. 190 députés, ça ne gouverne pas. Mais est-ce que c'est seulement possible que les macronistes travaillent avec le NFP alors que tu as dit toi-même que en fait les macronistes c'est Macron et qu'ils suivent que ce qui descend de l'Élysée? C'est fini. Sauf que Macron, ils savent que c'est fini et puis il va falloir qu'il change. C'est pas possible aujourd'hui, mais ça sera. Vous savez, s'il n'y a pas de gouvernement, si on continue comme ça, on va arriver vers le moment du budget. Ah oui. Ah oui. Il faut voter le budget. Si on le vote pas. Et les gens qui prêtent de l'argent à la France vont se dire, attendez, ils votent pas le budget, la France on aimait bien parce que la France ça rembourse. C'est sérieux la France, c'est un État solide, c'est sérieux. Hein, on sait organiser les choses, on l'a montré encore. Bon, bah si c'est le bordel la France, alors là les taux d'intérêt vont monter. On va bien prêter mais ça va coûter plus cher.
Là, tous, ils vont se dire, Macron, on l'aime bien, ou Mélenchon, on l'aime bien, mais enfin, il va falloir quand même trouver une solution. Donc, je pense que Macron pense à ça, en pensant à, je sais pas moi, une sorte de, vous vous souvenez de Castex, pas Castex, mais Castex. Une sorte de personne de Jean Castex. Jean Castex, voilà, centre droit, haut fonctionnaire, respectable. Il y a sûrement le même à gauche. On peut le trouver avec un accent, si on veut, un bon rat de soc. Qui sert pas à grand chose, mais qui fait ce que voilà, il y en a pour un an, c'est tout. Hein. Dans un an, il y a une nouvelle législative, ça sera peut-être le bordel encore plus. Peut-être que l'NFP fera beaucoup plus. Ah mais attends, toi ce que tu es en train de dire, c'est que pour un an. Il y aurait là, toi l'échéance que tu vois arriver, c'est Macron, il nomme un Premier ministre presque fantoche, un gouvernement qui... Pas fantoche, un Premier ministre qui dise, écoutez, moi, je vois bien qu'il n'y a pas de solution politique arithmétiquement très solide, donc on va s'entendre sur 4 ou 5 grandes mesures inspirées de ce qui a été demandé. Ce qui a été demandé, c'est le pouvoir d'achat, plus de justice, peut-être une politique environnementale un peu plus ambitieuse. Donc on va faire un peu ça, voilà. On le fera pas autant que le NFP voudrait. On le fera pas trop parce que sinon les grands équilibres macroniens, ça va les rendre fous. On en a pour un an. Et on va y aller doucement. Mais il faut tenir, il faut faire un budget. Et c'est vrai que Gabriel Attal, il avait fait une lettre, non, à tous les grands partis, où il avait notamment fait un peu plus de concessions sur le vert. Oui, il était prêt à faire ça, sauf que ça doit pas venir de lui, ça doit venir de la gauche. Lui, il incarne le passé, il est démissionnaire, il incarne le camp qui a perdu. Donc, en fait, sa lettre, il faut lui retourner en disant je prends ta lettre, c'est moi qui te l'envoie. Voilà, et je te consulte. Voilà ce qu'aurait dû faire Castet. Bon, quand tu parles de concessions, de compromis, etc., c'est genre le parti qui fait un compromis avec ce qui est le plus proche de lui. Là, si on regarde l'Assemblée nationale, ce qui est le plus proche du centre, c'est la droite, et derrière l'extrême droite. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a un monde où le centre, la droite, va faire des alliances avec l'extrême droite? Ils y ont pensé. Avec l'extrême droite, non. Ils ont quand même été, là, sur ce coup-là, ils ont quand même été élus. La plupart ont été élus avec des voix de gauche. La plupart des centristes ont été élus aussi avec des voix de gauche. Ils ont battu le Front National comme ça. Et la gauche avec des voix de droite. Il y a eu quand même un refus massif du Front National. Le Rassemblement National est arrivé en tête au premier tour, mais il y a eu un réflexe républicain de gauche et de droite pour dire non. Donc ça, le Rassemblement National, c'est non. Ils sont puissants, mais c'est non. Donc maintenant, on regarde le reste. Est-ce qu'on fait quelque chose avec la gauche et les centristes? Il y a toujours les centristes puisqu'ils sont au milieu. Quand il faut être large, il y a toujours les centristes. Donc, est-ce qu'on fait, quand je dis les centristes, c'est le macroniste, hein. Est-ce qu'on fait quelque chose entre la gauche et les centristes? C'est possible, ça fait 180 députés. Et j'enlève LFI qui ne voudra jamais. Hein. Imaginons, on est à l'étape d'après. Ou alors, comme tu le suggères, et ça ils y ont pensé, la droite et les centristes. La droite et les centristes, ça fait beaucoup moins. Ça fait 140, ça fait pas assez. 240, pardon, ça fait clairement pas assez, mais bon, c'était possible quand même. C'était possible, simplement la droite veut pas. Enfin, une partie de la droite veut pas parce que Wauquiez vise la présidentielle, parce que si la droite acceptait ça, ça libérerait. D'ailleurs, Ciotti, c'est l'expression de ça. Ça libérerait des électeurs qui iraient vers renforcer le Rassemblement national. Donc, la présidentielle plombe l'esprit de compromis, parce que là, tout ce que je viens de décrire et qui est difficile à concevoir pour les électeurs comme pour les élus, ces espèces d'alliances qui peuvent paraître contre nature, tout ça, qui se passe partout ailleurs, c'est rendu très compliqué à cause de la logique présidentielle. Voilà, la logique présidentielle et cette élection à 2 tours, où il faut se qualifier en étant radical au premier tour, et après, 15 jours après, passer de 20% à 51% sans faire aucun accord politique, rien que sur sa tronche.
J'ai vu passer un commentaire que je trouvais intéressant. Je ne sais plus qui l'a posté, mais qui disait en vrai, je le vois bien garder. Donc Emmanuel Macron, je vois bien Emmanuel Macron garder un gouvernement démissionnaire pendant 1 an. Il est nos limites. Tu crois que c'est possible? Est-ce qu'il y a une limite officielle pour un nouveau gouvernement? Non, il n'y a pas de limite officielle, mais en réalité, devant le prochain, dès que le Parlement se réunit, ce gouvernement saute. C'est-à-dire que oui, d'ici un an, non. Ah non, non. Et c'est la prochaine session, c'est bientôt. Le gouvernement saute. Donc c'est pas possible. C'est-à-dire il y aura une motion de censure, tout le monde votera et a raison contre ce gouvernement. Et si la motion de censure passe, tu parles du gouvernement démissionnaire? Le gouvernement démissionnaire. Imaginez qu'il soit encore là, démissionnaire. Ouais. Donc d'abord, comme il est démissionnaire, il peut rien faire. À part les affaires courantes, c'est ça? Oui, il peut rien faire. Donc, il fait rien. Mais là, il y aura en plus une motion de censure qui fera que ça, c'est pas possible. On ne peut plus. Il y a plus un ministre qui pourra parler à l'Assemblée. Il sera. Non, c'est impossible. Et puis. Mais ça ferait quoi une motion de censure? Ça veut dire que du coup, il est censuré, le gouvernement démissionnaire, et du coup, il faut nommer un premier ministre, un nouveau gouvernement. En fait, on est au même point. Ça bouge pas. Ah oui, non, mais il peut décemment pas garder. Là, c'est absolument impossible. On est au bout du processus. Là, il y a eu l'été et les JO, donc on a étiré au maximum. On est déjà recordman maintenant du gouvernement démissionnaire. On peut pas proposer de loi, il peut pas voter un budget, on peut pas proposer un budget. Donc et ça, s'il n'y a pas de budget, la France s'arrête. Alors en fait, la France s'arrête pas. C'est pas comme aux États-Unis. Aux États-Unis, si on vote pas le budget, le lendemain, les fonctionnaires sont plus payés. Nous, il y a des systèmes de prorogation automatique, mais bon, c'est pas du tout viable. Ça, c'est pas possible. Ce qu'il peut faire, c'est tenter de nommer un macroniste un peu plus à gauche et essayer de lui dire, il va essayer de garder ce qu'il a fait. C'est-à-dire, oui, j'ai perdu, mais je garde quand même ce que j'ai fait. Ce qui, quand même, là, c'est quand même, on est à la limite du déni de démocratie, quand même. Juste pour clarifier justement sur cette notion du budget, j'ai vu pas mal de gens se dire que le fait qu'Attal envisage de voter un projet de loi de finances, de voter un budget pour la France, ça pourrait être aussi un déni de démocratie, puisque pour le nouveau gouvernement, oui. Si c'est... Attal dit, moi je propose que le nouveau gouvernement fasse le même budget que l'année dernière. On continue. Voilà. Et que parce que là on est 1 an bloqué, etc. Ça serait ahurissant. Il y a eu des élections législatives qu'on dit qui voulaient plus de cette politique. Donc il faut changer de politique. Ça, il faut changer de politique. On n'est pas obligé de changer radicalement de politique, mais il faut changer de politique. Et pour clarifier autre chose, toi tu vois un monde où Macron il nomme un Premier ministre qui ferait une alliance droite-extrême droite? Non. Je vois pas, mais si la droite et l'extrême droite exprimaient le souhait de s'allier, et si ça suffisait, mais ça suffirait pas d'ailleurs, et si ça suffisait pour faire 289 députés, et d'ailleurs c'est ce qui était prévu si jamais Jordan Bardella avait obtenu, et le RN avait obtenu assez de députés, il serait obligé de nommer, il est obligé de se conformer à la majorité qui se dégage. C'est pas à lui de créer les majorités. C'est ce qu'on lui reproche un peu dans son communiqué, là. Il dit, il faudrait que les socialistes, les communistes et les verts aillent voir de quoi je me mêle. Deux solutions. Soit tu réfléchis avec le panel de l'Assemblée devant les yeux, le camembert, et puis tu te dis, bon, c'est à peu près là que ça doit tomber pour qu'il y ait une majorité. Je nomme quelqu'un qui ressemble à ça et je lui demande de se débrouiller. C'est une possibilité. Soit je regarde les ensembles politiques, je ne parle pas des groupes, parce que le groupe le plus important, c'est celui du Front National. Mais l'ensemble politique cohérent, il n'y en a qu'un. Il y a les macronistes et il y a le NFP. Le NFP est devant. Donc, je nomme quelqu'un du NFP, celui qu'on me propose, et je lui dis, ça suffit pas, débrouillez-vous, mais il faut une majorité. Et c'est pas à lui d'ailleurs de la constater. Et Lucie Castet, elle avait été nommée, elle aurait été voir les uns et les autres, et elle aurait dû, et les uns et les autres auraient voté une motion de censure si elle n'avait pas dit, écoutez, on se met autour d'une table et on va tout négocier. Et je vais prendre des ministres centristes. Ça, elle ne l'a pas dit.
Je vois un commentaire de Gizmo34 qui dit qu'on est quand même dans un sacré délire autoritaire de Manu. Qu'est-ce qui se passe dans la tête d'Emmanuel Macron pour toi? Est-ce que il est dans un délire autoritaire? Je parlerai pas de délire autoritaire, mais je parlerai de... Vous savez, souvent, il y a un historien qui s'appelle Pierre Cernat qui a écrit un livre intéressant qui s'appelle L'extrême centre. Et en fait, beaucoup de centristes, souvent c'est le cas des libéraux aussi, souvenez-vous de Margaret Thatcher qui disait Tina, there is no alternative, pensent qu'ils ont raison. Ils ont raison scientifiquement. C'est-à-dire que ce qu'ils proposent n'est pas le fruit d'une opinion. Je voudrais que c'est le fruit de, voilà, l'économie dit ça, les comptes disent ça, donc j'ai raison. Et comme j'ai raison, je dois gouverner. Ça s'appelle L'extrême centre, le livre de Pierre Cernat. Il est un peu là-dedans. Il pense, c'est ce qu'on appelle le cercle de la raison. Le problème, c'est qu'il confond le cercle de la raison avec l'arc républicain. Mais des républicains, il y en a des radicaux, il y en a même des extrémistes. Républicain, ça ne veut pas dire centriste. Et puis, centriste et raisonnable, il y a beaucoup de gens raisonnables qui ont, avec leur raison, d'autres solutions. Donc c'est ça le problème d'Emmanuel Macron, c'est de penser que, comme il a raison, il est légitime. Or, on n'est pas légitime parce qu'on a raison ou tort, on est légitime parce que les Français nous ont confié le pouvoir. J'ai une question un petit peu qui nous permet de faire un peu de prospectif sur les prochaines années à venir jusqu'en 2027. En fait, moi je compare toujours la situation actuelle à la majorité relative de la majorité présidentielle avant les dernières législatives. Le fait que il y a eu des 49.3 à tire-larigot, les grosses lois les plus importantes n'avançaient pas sauf par 49.3, et le pays en termes de réforme, d'avancée, ça bougeait pas beaucoup. Est-ce que là jusqu'en 2027, il y a quand même eu la réforme des retraites. Oui, mais par 49.3. Oui. Ah, ça bougeait pas, démocratiquement, dans termes de... Il y a eu des manifs quand même, il y a eu des... Ah oui, non mais bien sûr, mais ce que je veux dire c'est que on avait au sein de l'Assemblée parlementaire, il y avait une forme de blocage, tu vois. Est-ce qu'on est condamné à ça jusqu'en 2027 ou pas? Il y aura une dissolution. Normalement, il y a une dissolution. Oui, mais s'il y a une dissolution, est-ce que ce sera pas la même chose que maintenant? Si, peut-être. S'il y a une dissolution, on verra. Déjà, est-ce que le Front républicain marchera aussi bien pour repousser le Rassemblement national? En fait, ce qui est dangereux dans cette situation, c'est le sentiment d'impuissance publique. En fait, chacun constate que les détenteurs du pouvoir sont impuissants à réformer, n'ont plus vraiment les manettes. Ceux qui ont les manettes sont les grands groupes internationaux, etc. Faut se rendre compte que dans les années 60, De Gaulle et Pompidou, ils avaient les frontières, le franc. Personne ne les emmerdait. Quand ils voulaient faire une ligne de chemin de fer entre Paris et Bordeaux, ils tiraient un trait. Il n'y avait pas de ZAD, il n'y avait pas d'appel à projet. Est-ce que les rails on doit les faire en France ou en Allemagne? Non. La plupart des entreprises étaient sinon nationalisées, mais en tout cas très proches de l'État. Le prix de la baguette jusqu'en 1979 était fixé en Conseil des ministres. Les salaires, il y avait une échelle des salaires, donc c'était très dirigiste. Ceux qui regrettent à droite Pompidou en disant bon temps de Pompidou, Pompidou c'était très dirigiste, c'est ça me fait toujours marrer. Bon, alors il y en a qui disent il faut revenir à ça, mais sauf que on peut pas revenir à ça alors qu'on est dans un monde complètement interdépendant, que que notre objet principal c'est ça et ça vient de partout et qu'on peut plus être comme ça, et que si on commence à dire même à gauche, si on commence à dire non, on va tirer une ligne entre Paris et Bordeaux, on va faire un train et il y aura plus on s'en foutra des zones humides, on s'en foutra des associations des habitants, ça sera comme ça autoritaire. Non, on voudra pas. Donc le monde est devenu beaucoup plus interdépendant, ouvert, pour le meilleur et pour le pire. Gardons le meilleur et essayons de recadrer un peu le pire, mais on peut pas revenir à ça. Donc, comme on peut pas revenir à ça, et comme on trouve pas les moyens de reprendre les manettes, chacun joue sur l'impuissance de l'autre. La gauche dit vous êtes impuissant à réduire les inégalités. C'est le capital qui fait tout, etc. La droite dit vous êtes impuissant à rendre notre pays compétitif, etc. Et chacun se présente en disant
moi, je serais puissant, je reprends ma litanie tout à l'heure. Et là, ce que je crains, c'est que quand on recherche tout le temps le take back control, comme disent les Américains, il y a toujours un moment où les autoritaires ont des arguments, quoi. Et les autoritaires, c'est Marine Le Pen. C'est ça. C'est ma question suivante, mais avant, je voudrais juste prendre un commentaire de Pète la Mort, qui t'a demandé si est-ce que c'était une erreur de faire Front républicain pour finalement faire élire des députés macronistes. Bah non, parce que si on fait pas Front républicain, on a le Rassemblement national. Voilà. Donc certains disent c'est reculer pour mieux sauter, mais il y a des cycles, hein. Peut-être que le populisme, là on voit bien aux États-Unis, le populisme ça commence à décroître. Il y a une autre offre qui apparaît. En Angleterre, le populisme aussi vient de perdre. En Italie, il va bien. En France, est-ce qu'on est obligé d'en passer par le populisme d'extrême droite? Moi, je crois pas. Bah oui, mais il y a des gens de gauche qui pensent qu'il faut mieux passer par là parce que il faut casser le libéralisme, etc. Mais ça, j'ai pas envie d'essayer Bardella Premier ministre. Et justement, est-ce que là, encore une fois, le grand gagnant de cette situation politique aujourd'hui, est-ce que c'est pas le Rassemblement national? On dit toujours le grand gagnant, c'est la fin de chaque bon papier politique. Tout est bon. Moi, j'avais même un acronyme TBF, tout est bon pour le Front National. Ça, si vous voulez finir un bon papier. Tout. Depuis quelle année? Si les JO avaient mal marché, c'est bon pour le Front National. Si les JO marchent bien, il y a des drapeaux français partout. C'est le retour du nationalisme. C'est bon pour le Front National. Si c'est toujours bon pour le Front, et finalement, on s'est habitué à ce que, avec CNews et tout ça, à ce qu'on s'engueule tous, à ce qu'on nous dise on est tous séparés, on est tous, c'est la France archipel, etc. Mais en fait, non. Qu'on a voté, et au moment où le Front National était en tête, la grande majorité des Français se sont dit, oh là, non, faut pas exagérer non plus. Et puis, donc, tout n'est pas toujours bon pour le Front National, quand ça marche, c'est pas bon pour le Front National. Regardez, les JO, ça a marché, c'est pas bon pour le Front National. Le fait que les JO, on voit bien une France qui va bien, qui est mélangée, qui est la cérémonie d'ouverture, c'est une France qui change, qui bouge, et ça plaît à tout le monde, ça plaît au grand maximum des gens. Et tous ceux qui disent oh là là, wokisme, machin, ouais. Alors, arrêtez de regarder ces news et vous verrez. Je prends un commentaire de Ken Loach qui te demande. Ken Loach ? Ah, c'est bien. Qui te demande. Qui te demande pourquoi tu dis que le macronisme n'est pas autoritaire. Tu l'as comparé avec le thatcherisme, mais Macron n'écoute pas les urnes et est sûr d'avoir raison contre le peuple et contre certains experts. Est-ce que ce n'est pas la définition d'un homme autoritaire ? Thatcher, elle a supprimé tous les services publics. Elle a quasiment supprimé le droit de grève. Elle a tout privatisé. Voilà. Bon. C'est pas du tout ce qu'a fait Macron. Hein. C'est pas de l'ultralibéralisme, Macron. C'est du libéralisme. C'est pas de l'ultralibéralisme. On reste un pays très redistributif avec un service public et un système social hyper puissant, hyper fort et très efficace. C'est ça qui est bien. Et voilà. Alors Macron, autoritaire, non. Autocentré, oui. Alors, entre autocentré et autoritaire, la limite, elle est quelquefois pas loin, c'est vrai. En tout cas, pour ce qui est de l'utilisation de la police, de l'utilisation, par exemple, la surutilisation, le fait de déclarer que les manifestants contre Sainte-Soline sont des terroristes, des éco-terroristes. Ouais. Il y a des pentes, il y a une pente qui pue. Ouais, ça c'est vrai. Est-ce qu'on peut se demander ce qui se passe dans la tête de Macron là maintenant tout de suite ? Non. C'est trop difficile ? C'est trop difficile. Franchement, ce qui est intéressant, que c'est tous les conseillers de Macron le sont jamais très longtemps. Et il y en a beaucoup qui vous parlent après et qui disent j'ai toujours pas compris ce qu'il y avait dans sa tête. Et il est très fort parce qu'il écoute les gens avec une attention comme ça. On a l'impression d'être la personne la plus importante du monde. Et en fait, il se nourrit du truc et puis après, on ne sait pas ce qu'il en fait. Et comme il n'y a pas
n'importe quel autre homme politique qui devient président avant lui, il peut être égocentrique, penser qu'il est le meilleur du monde. Il vient quand même d'un parti, d'une lignée historique. Il sait qui sont ses ancêtres historiques. Il sait d'où ça vient. Il y a des barons qui disent là tu déconnes, là tu vas trop loin, là tu t'es pas dans notre philosophie. Souvenez-vous quand Hollande fait la déchéance de nationalité. Ah non, là, tout le monde lui a dit non, là c'est pas notre philosophie, c'est pas nos. Tout le monde il le regrette. Ouais, au PS. Et on fait pas ce qu'on veut quand on vient quand on se dit de gauche par exemple, on vient d'une lignée, ça vient de Jaurès, ça vient de Blum. On fait pas ce que quand on est de droite, c'est pareil. On fait attention aux finances publiques, on vient d'un... Bon, quand on est macroniste, on vient de rien du tout. Et on n'a rien créé. On n'a pas créé de parti, on n'a pas créé de mouvement. Regardez, prenez sur l'éducation. Il nomme... comment il s'appelait le premier ministre d'éducation Blanquer. Nomme Blanquer. Alors, prenons son rapport à la République et à la laïcité, très ferme, etc. Après... Pape Ndiaye, qui a un rapport à la laïcité totalement différent. Bon, sans juger l'un ou l'autre, mais pourquoi il a changé? Moi, je préférais Pape Ndiaye. Après, il est revenu mais bon, mais pourquoi il a changé? Enfin, il a demandé à qui? Les macronistes ont dit quoi? Est-ce qu'il y a eu une convention sur la laïcité où le macronisme a dit c'est plutôt ça notre politique? Non, ils ont rien dit. Des macronistes qui défendaient Blanquer, le lendemain, il a fallu qu'ils défendent Pape Ndiaye qui disait le contraire. Ouais. Et parce donc rien ne vient d'en bas. Ça c'est quand même un peu un effet girouette. Ça fait un effet girouette pour eux et ça fait un effet autoritaire pour lui. Pour terminer cette discussion, Thomas, c'est quoi la suite des prochains jours là? Est-ce que vous avez fini ces consultations, Macron? Il va y avoir les Paralympiques qui arrivent. Qu'est-ce qui se passe en fait là pour demain, après-demain, après-demain? Bah, je sais pas. Je sais pas il a un agenda serré parce qu'il y a effectivement les Paralympiques, la cérémonie demain. Je crois qu'après, il doit partir. Il a un voyage, je sais plus où. Voyage d'État, je sais plus où, 2 jours. 1er octobre, il y a le budget qui commence. Donc, moi, je crois qu'il faut qu'il va. Si je crois qu'il faut, j'ai ma raison. Mais c'est pas la sienne. Alors, je sais pas. J'ai un peu de mal. Moi, je trouve, si c'était moi, je trouve qu'il devrait nommer Laurent Berger. Laurent Berger, ancien patron de la CFDT. La CFDT, c'est la quintessence du compromis. C'est à la fois, c'est pas rien idéologiquement, mais c'est le compromis. Voilà. Et donc, la culture du compromis, là, il nous faut la culture du compromis. Quand on aura 50%, on fera plus de compromis, mais à 28%, il faut faire du compromis. Et Laurent Berger, je pense qu'il aurait... mais il veut pas, Laurent Berger. Et c'est pour ça qu'il faut le nommer. C'est ça, il y a Ken Loach qui disait dans le chat qu'il avait refusé. Ah non, il a pas refusé, on lui a pas demandé. Et il fait savoir qu'il veut pas. Il fait savoir qu'il veut pas être candidat à la présidentielle. Il fait savoir que si on l'appelle... Moi, je sais qu'il veut... S'il apparaît comme étant la seule solution, il peut pas dire non. Voilà. Et c'est parce qu'il veut pas que ça serait intéressant. Il faut quelqu'un qui... Il y en a marre de toujours choisir des gens qui règnent le parquet et qui ont toujours une ambition présidentielle d'après. Non, lui, sa mission, moi si j'étais le président, je dirais écoutez, on est dans une situation particulière, venez nous insuffler en au moins 1 an la culture du compromis. Essayons de faire des compromis. Ce que je vois dans le chat, c'est que les réactions, j'ai vu quelqu'un dire Laurent Berger, c'est la quintessence du social-traître. Social-traître pour celui qui veut tout révolutionner, mais celui qui veut tout révolutionner, il faut qu'il gagne les élections. Il n'a pas gagné les élections. Si vous voulez tout révolutionner, faites la révolution. Mais faites pas allez pas aux élections. Les élections, c'est 28% pour le NFP. Donc il faut négocier. Est-ce que celui qui a dit ça, c'est qui? Ken Loach, je crois. Ken Loach. Est-ce que tu penses qu'avec 28%, il faut appliquer tout le programme de ces 28%? Qu'est-ce que tu dirais si le Rassemblement national, qui a fait 37%, appliquait tout son programme? Donc non, avec voilà, si tu veux que Ken, si tu veux que y ait un programme révolutionnaire, soit tu fais la révolution, soit il faut que le programme révolutionnaire fasse 50%. Si tu veux pas négocier avec les autres, c'est pas la peine.
Si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous à notre chaîne YouTube pour retrouver tous nos autres contenus.